Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler plutôt de la partie traitement et puis des recherches en cours actuellement. Alors dans le traitement de la maladie Kawasaki, le traitement de référence, bien sûr, est institué à l'hôpital, parce que c'est une perfusion d'immunoglobuline. Donc les patients chez qui on fait un diagnostic de maladie Kawasaki vont être pris en charge à l'hôpital. Et donc le traitement de référence actuellement, c'est toujours les immunoglobulines intraveineuses. Voilà. Et donc on voit qu'il y a une résistance aux immunoglobulines dans 15% des patients qui vont pas répondre au traitement, mais ça veut dire que quand même la grande majorité des patients répondent à ce traitement. Donc c'est un traitement qui marche bien et c'est pour ça que ça reste quand même le traitement de référence. Et associé à ce traitement, on utilise l'aspirine. Donc il y a des études en cours qui étudient justement est-ce que c'est nécessaire d'associer ou pas l'aspirine. Bon, pour l'instant, c'est des études qui sont en cours. Donc actuellement, on associe toujours la perfusion d'immunoglobulines à un traitement par aspirine. Et ce traitement par aspirine, lui, va se prendre par voie orale. Et c'est un traitement dont la dose varie au début, pendant la première semaine, quand il y a la fièvre, l'inflammation. On va utiliser des grosses doses d'aspirine en général. Le médicament, les prises de ce médicament sont réparties en 4 fois par jour parce que c'est des doses qui sont très importantes. Et ensuite, quand il y a beaucoup moins d'inflammation, là on passe à des doses qui sont assez faibles, qui représentent des doses, on dit anti-agrégantes. Ça veut dire que ces doses-là sont utilisées pour réduire la formation de caillots sanguins. Donc là, dans la maladie de Kawasaki, professeur Konepo vous a dit, la gravité de cette maladie, elle est représentée par le risque d'atteinte au niveau des artères coronariennes. Donc quand même, ce risque est de 25%. Et grâce à ce traitement, grâce aux immunoglobulines, ça réduit nettement le risque d'atteinte des coronariennes. Le risque est réduit quand même à 5%. Et donc, le traitement, pour qu'il soit efficace justement dans la prévention de l'apparition de ces atteintes coronariennes, il doit être institué vraiment dans les 10 jours. Après les 10 jours, en général, on fait quand même ce traitement par immunoglobuline, mais c'est vrai qu'on a démontré que l'effet préventif était moindre, voire nul. Alors là, je vous ai fait, c'est juste un schéma qui représente justement les artères coronariennes. Et donc justement ce qui arrive au niveau de ces artères, c'est un gonflement, une dilatation, et quand la dilatation est très importante, on parle d'anévrisme. Excusez-moi. Y a-t-il un protocole spécifique au moment de l'injection des immunoglobulines? C'est-à-dire y a-t-il oui, bien sûr, oui. Bien précis à mettre en place? Oui. Et s'il n'est pas respecté, peut-il avoir des incidences sur la résistance justement à ces mêmes immunoglobulines? Alors, au niveau de l'incidence, si le protocole n'est pas respecté, on va dire que ça sera plutôt des effets secondaires qui peuvent apparaître. Alors, donc c'est un traitement, il y a le volume est assez important et les doses sont importantes aussi. Les doses anti-inflammatoires qu'on utilise pour le traitement par immunoglobuline sont importantes. Donc, en fait, on passe ce médicament sur beaucoup d'heures. En général, ça représente minimum 6 heures. Et parfois, il y a des patients, ils ont même le traitement pendant 24 heures, en fonction vraiment de la tolérance. Et on y va vraiment très progressivement. Un débit très très progressif. Et justement, ça permet de voir, on augmente les paliers au fur et à mesure, en général toutes les demi-heures. Et si on voit au début du traitement que la tolérance n'est pas bonne, donc quand je dis la tolérance, il y a des patients qui vont commencer à avoir des frissons, de la fièvre, des fois des maux de tête. Dans ce cas-là, on va rester au même palier, voire arrêter momentanément. Après, on peut reprendre. Et bon, l'objectif, c'est quand même de passer le traitement. Donc, on peut rester des fois à un palier très très bas. En fait, qui fait la durée de l'administration des immunoglobulines. Enfin, il y a quand même des recommandations du manufactureur, enfin de celui qui fabrique les immunoglobulines, sur le temps de passage. Voilà. Qui va un peu dépendre de leur concentration, des excipients. Oui, tout à fait. De la dose calculée. Il y a une dose en grammes kilo, mais après, en fonction de si on pèse 4 kilos ou si on pèse 30 kilos, ça ne sera pas la même chose. Le débit, en fait, est calculé effectivement en fonction du poids. C'est la dose totale qui est très précise. Voilà. Et là, voilà, on peut vous dire, c'est 2 grammes par kilo, voilà, et on doit faire ça en une seule perfusion.
Ça, on ne peut pas y déroger, c'est les recommandations, et ça, tout le monde les suit. Le débit se mesure en kilos aussi. C'est le même kilo, donc forcément, personne n'a le même débit. Mais après, on s'adapte. Donc il y a ce débit, on va dire, minimal. Minimal, oui, le premier débit par palier, on augmente par palier d'une demi-heure, et si jamais on voit que la tolérance n'est pas bonne, soit on arrête, après on reprend, et on peut rester sur un faible débit et arriver à une perfusion qui dure 24 heures. Mais si le patient a reçu tout ce qu'il devait recevoir, normalement le traitement doit marcher aussi bien que s'il l'avait reçu en 6 heures. Voilà. Et donc ce traitement vraiment permet dans la majorité des cas d'éviter des complications. La complication principale, donc c'est vraiment cette dilatation au niveau des artères coronaires. Donc il reste vraiment le traitement de référence. Donc ça, vous avez dû voir comment ça se présente. C'est des flacons qui sont reliés après à une tubulure et donc après un cathlon qui est au niveau souvent du bras de l'enfant. Voilà, et donc c'est vraiment une perfusion qui est assez longue. Alors qu'est-ce que c'est ces immunoglobulines intraveineuses ? C'est une préparation thérapeutique qui contient des anticorps. Alors, les anticorps, c'est des protéines qui font partie du système immunitaire. C'est ce que le corps fabrique pour se défendre contre un virus ou une bactérie qu'on va rencontrer. Voilà. Et donc, l'industrie pharmaceutique arrive à isoler les anticorps d'un prélèvement sanguin. En gros, ces immunoglobulines, elles sont isolées à partir de prélèvements de milliers de donneurs sains. C'est des donneurs qui donnent leur sang, et on isole à partir d'une partie du sang ces immunoglobulines. Alors, les processus sont assez compliqués. Ils ont été vraiment bien améliorés ces dernières années, surtout pour enlever, éliminer tout ce qui peut être virus, bactéries. Il y a vraiment une filtration de ces prélèvements. Et donc, on arrive à avoir dans ces préparations thérapeutiques une concentration d'anticorps. Et ces préparations thérapeutiques d'immunoglobulines, après, elles sont utilisées dans plusieurs types d'indications. Comme c'est des anticorps, ça peut être donné à des patients qui en ont pas assez. Voilà, qui sont soit parce qu'ils ont un traitement qui fait qu'ils ont moins d'anticorps, ou soit ils sont nés comme ça, ils fabriquent pas assez d'anticorps. Donc, dans certaines indications, comme ça, on en administre pour remplacer ce qu'ils n'ont pas. Voilà. Et donc là, dans ce cas-là, c'est des doses qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on va utiliser donc dans d'autres indications qui sont comme par exemple la maladie de Kawasaki. Dans une maladie inflammatoire, on utilise ces anticorps. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais il y a des études qui sont en cours. Voilà. Donc, initialement, ces préparations, elles ont été utilisées chez des patients qui avaient un déficit immunitaire. Ça, c'est quand on n'a pas assez d'anticorps. Et puis, vous voyez, c'est quand même relativement récent. Depuis 1980, on les utilise dans des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires. Donc voilà, il y en a vraiment, il y a une centaine à peu près de maladies où ces préparations thérapeutiques sont utilisées. Ça veut dire qu'avant cette date-là, on ne pouvait pas soigner les patients atteints de Kawasaki avec les immunoglobulines. C'était d'autres traitements qui étaient utilisés. Effectivement, on utilisait. Alors les traitements principalement dans ce type de maladie, c'est la cortisone qui était utilisée. Il y avait quand même d'autres immunosuppresseurs qui étaient utilisés, mais c'est vrai que c'était en 80, on a commencé à utiliser dans les maladies inflammatoires. Et d'ailleurs, la première maladie n'était pas la maladie de Kawasaki, c'était. C'est vrai qu'avant, on la connaissait déjà pas très bien. Cette maladie, elle a été décrite dans les années 70, donc on la connaissait pas bien. Et c'est vrai que c'est au début des années 80 que par hasard, et d'ailleurs c'est à Marseille, c'est un Marseillais qui a donné la première fois des immunoglobulines à un patient. Malheureusement, ça a été publié dans une toute petite revue française qui s'appelait les Annales de pédiatrie. Et finalement, après, ce sont les Américains qui ont fait effectivement de premières études avec des patients traités, non traités, et qui ont montré que c'était efficace. Mais c'était quand même une découverte française. D'accord. Mais à l'époque, ils ne parlaient pas assez anglais, malheureusement. Donc en fait, voilà, on va dire qu'on les utilise, ces immunoglobulines, on va les utiliser dans un rôle plutôt de substitution dans les déficits immunitaires, et dans la maladie de Kawasaki, on dit que c'est un rôle immunomodulateur. Alors là, c'est un peu
un schéma un petit peu compliqué, mais c'est juste pour vous remontrer en fait tout ça, c'est je vous ai représenté des cellules en fait de l'immunité. On a un système immunitaire qui nous permet de se défendre en fait contre les virus, les bactéries, et donc il y a différents types de cellules dans ce système immunitaire. On fabrique des anticorps, on a les cytokines. Professeur Conepo vous a montré là le feu, en gros, quand on en a trop, effectivement, ça peut être délétère pour l'organisme, mais on a besoin d'en fabriquer quand même pour se défendre contre des virus ou des bactéries. Et puis, donc, dans d'autres cellules, il y a les lymphocytes, par exemple. Les cellules endothéliales, alors ça, c'est pas le système immunitaire, c'est les cellules endothéliales, elles vont couvrir les vaisseaux. Voilà. Mais on pense que dans la maladie de Kawasaki, les immunoglobulines peuvent avoir un effet directement sur les cellules des vaisseaux, et puis et donc les immunoglobulines peuvent avoir un effet aussi sur un type de cellules qu'on appelle les macrophages. Ces macrophages, ils peuvent être dans le globule blanc. En général, voilà, une des cellules du système immunitaire. Donc, il y a des études actuellement, il y a des groupes en fait de recherche qui travaillent sur l'action des immunoglobulines sur les différentes cellules qu'on a du système immunitaire. Donc après, ces recherches, elles sont soit au niveau cellulaire, ça veut dire qu'on va prendre soit des prélèvements de patients, ou alors même des cellules de donneurs sains, et puis on va les isoler du sang, et on peut les traiter directement. Alors on les traite avec exactement les mêmes immunoglobulines qu'on utilise chez le patient, et on voit comment réagissent ces cellules, et ça nous permet un peu de comprendre à quoi servent les immunoglobulines finalement dans cette maladie. Alors donc, on a vu qu'il y avait quand même 15% malheureusement des patients qui résistent à ces immunoglobulines. Il y a une définition de la résistance, c'est quand le patient finalement a toujours de la fièvre malgré l'utilisation de ce médicament, ou qu'il est devenu apyrétique, mais dans les 36 heures qui suivent la perfusion, il redevient fébrile. Ça, on le voit. Donc c'est ça la résistance. Et il y a des groupes de recherche aussi qui sont intéressés à savoir comment prédire la résistance au traitement. Et quel est l'intérêt justement de prédire la résistance au traitement? C'est peut-être dans l'avenir soit utiliser directement un autre traitement que les immunoglobulines, ou alors associer d'autres médicaments à ces immunoglobulines qui vont permettre de renforcer l'action anti-inflammatoire de ce traitement. Donc là, par exemple, c'est les Japonais qui sont bien sûr très actifs dans cette maladie, vu que c'est quand même une maladie qui est plus fréquente chez eux que chez nous. Ils ont établi un score, ce qu'on appelle le score de Kobayashi, pour prédire justement la résistance aux immunoglobulines. Mais malheureusement, ce score a été établi dans une population japonaise, et finalement, on s'est rendu compte que quand on l'utilise chez nous, ça marche moins bien. Ça marche moins bien, donc c'est un score qu'on n'utilise pas en pratique courante. Mais dans ce score, pour eux, ils ont sélectionné différents paramètres que, en général, quand on a un patient qui a une maladie de Kawasaki, souvent on lui fait un bilan hépatique. Dans les salades, ça fait partie du bilan hépatique parce qu'on sait qu'il peut y avoir le foie. Voilà. On sait que les patients peuvent avoir une petite perturbation au niveau du bilan, justement, qui regarde comment va le foie à ce moment-là. Le sodium, donc ça fait partie du ionogramme sanguin. Bon, c'est un paramètre qu'on a au niveau du sang, qu'on fait souvent dans la prise de sang, qui peut être bas justement quand une maladie de Kawasaki. Le diagnostic aussi, à partir de quand on a fait le diagnostic, ça c'est un paramètre qui fait partie de ce score. Les taux de globules blancs, l'inflammation, qui est représentée par un paramètre qu'on appelle la CRP. C'est un paramètre qui est pour nous très important parce qu'il est très élevé en général quand on a une maladie de Kawasaki. L'âge aussi, ça c'est un facteur qui est important. On sait que plus on est petit, moins d'1 an, finalement plus on a de risques de ne pas bien répondre au traitement. Et puis le taux de plaquettes aussi, c'est un élément qui est ressorti dans ce score.
Mais malheureusement, c'est vrai qu'il a été établi dans une population bien particulière et pour l'instant, on ne trouve pas pour nous, intérêt en pratique courante de faire ce score. Alors justement, on a un traitement qui marche quand même très bien, mais il y a quand même certains patients qui répondent pas, donc il faut trouver d'autres traitements quand même qui soient efficaces justement pour ces patients. Actuellement, ce qui se passe, c'est que quand les patients répondent pas aux immunoglobulines intraveineuses, il y a une discussion entre experts pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser. Et pourquoi il y a une discussion? Parce que pour l'instant, il n'y a pas des protocoles bien définis où on dit si on résiste, il faut faire ça. Voilà, il n'y a pas de recommandation officielle pour l'instant. Donc, ce qui peut être proposé, c'est une deuxième perfusion d'immunoglobulines ou alors l'utilisation de la cortisone. Et après, l'utilisation de médicaments qui sont d'utilisation relativement récente, qui sont une thérapie, on va dire, qui sont beaucoup plus ciblées que la perfusion d'immunoglobulines. Donc là, je vais vous en reparler. Et puis après, sinon, il y a aussi la grande famille des immunosuppresseurs. Donc peut-être que vous avez entendu parler de la cyclosporine, du méthotrexate, la cyclophosphamide, qui sont utilisés aussi dans d'autres vascularites, les maladies auto-immunes. On retrouve toujours à peu près le même type de traitement. Mais en gros, c'est des traitements qui vont être mis en place vraiment après avis d'experts et discussion parce que c'est pas protocolisé encore. Donc là, je vais vous parler d'une thérapie actuellement qui est en cours d'utilisation dans la maladie de Kawasaki, c'est les anti-L1. Alors, vous vous souvenez du schéma du professeur Konepo, donc elle vous disait que dans cette maladie, en fait, au niveau des globules blancs qui circulent dans le sang, il y a des détecteurs donc à des signaux qui sont, on pense, des signaux plutôt liés à des virus, des bactéries, peut-être une infection, voilà, qui vont dérégler en fait le fonctionnement du globule blanc. Et quand le globule blanc, son fonctionnement est déréglé, en gros, il va fabriquer des molécules qu'on dit inflammatoires, qui sont des cytokines, et c'est ça qui va effectivement provoquer l'inflammation au niveau du vaisseau, l'inflammation qui va se localiser au niveau de ce vaisseau. Et donc, comme cytokine, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, des analyses chez beaucoup de patients, et on a vu que souvent chez ces patients, il y avait justement cette cytokine, l'interleukine 1, qui était bien représentée, les taux étaient très importants. Donc après, on s'est dit, comme on connaît d'autres maladies dans lesquelles on a justement cette interleukine 1 qui est très bien représentée, voilà, chez des patients qui ont d'autres maladies où l'IL1 est très 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 importante, et qui sont traités maintenant par des médicaments qui justement agissent contre cette cytokine, donc de façon très très ciblée. On s'est dit pourquoi pas traiter les patients avec ces médicaments, ce médicament qu'on utilise finalement dans d'autres maladies, donc qu'on connaît. Donc au début, en général, quand on teste un médicament dans une maladie, on le fait chez la souris. Voilà, c'est la première phase chez la souris, et après, quand on voit que il n'y a pas trop d'effets secondaires, qu'il y a en tout cas un effet bénéfique au niveau du modèle de la souris, et ben dans ce cas-là, on passe à l'homme. Donc là, chez la souris, pardon. Hop. Voilà. On a vu que le médicament utilisé, l'anti-L1, il s'appelle le Kineret ou l'anakinra. Donc il va cibler l'interleukine 1. Et on a vu dans des modèles de souris que ce médicament pouvait protéger contre cette maladie. Et que même ce médicament prévenait l'inflammation qu'on peut avoir au niveau du cœur. Et ils ont regardé en gros comment fonctionnait le cœur, et ils ont trouvé que il y avait une meilleure contractilité du cœur, en gros que le cœur marchait mieux. Alors ils ont fait aussi, malheureusement c'est ce qui se passe chez la souris, c'est que on regarde à l'intérieur, mais
c'est aussi, on peut pas faire ça chez l'homme. Donc c'est aussi l'intérêt de travailler chez l'animal. Bon, après je sais qu'il y a des gens qui peuvent être choqués, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on travaille chez l'animal, c'est qu'on peut regarder directement ce qui se passe dans les organes, et que chez l'homme c'est plus compliqué. Chez l'homme, on va le faire plus au moyen de radio, d'échographie. Mais c'est vrai que chez la souris, bon, on voit vraiment directement les choses. Donc dans ce modèle de souris, en fait, on prend des souris même qui sont saines à la base, pour faire le modèle de Kawasaki, et on leur injecte une substance qui est ce qu'on appelle le LCWE. En gros, c'est une paroi bactérienne, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrive à induire, chez des souris qui étaient complètement saines, normales, on arrive à induire cette maladie. Voilà. Oui. Et donc c'est ça qui nous permet après justement de voir est-ce que tel traitement va marcher, tout ça. Après on leur fait des injections à la souris. Et donc chez cette souris, on avait donc c'était une équipe japonaise qui a en fait c'est pas japonais, c'est Los Angeles, oui, mais lui il était donc les Américains, voilà, c'est une équipe américaine qui a en fait injecté le médicament à la souris, et donc normalement quand on induit ce modèle de maladie chez cette souris, on voit que ça c'est l'aorte, donc c'est une grosse artère de l'homme, hein. Dans ce modèle, l'aorte est très dilatée, vous voyez. Et quand on a traité les souris avec l'anakinra, on voit vraiment, bon là c'est vraiment visible à l'œil nu, hein, que ce médicament permet de diminuer en fait, d'empêcher en fait. Dans ce modèle-là que je vous montre, c'est plus un effet préventif du médicament qu'un effet, on va dire, curatif. Ça ne va pas soigner, mais là, ça prévient. Voilà. Parce qu'ils l'ont finalement injecté avant le médicament qui induit, la substance qui va induire la maladie. Donc on voit en tout cas qu'il y a un effet et qu'il y a vraiment là une aorte qui est normale, et celle-là, elle est nettement augmentée de volume. Donc après, ce qu'on fait dans les études, c'est qu'on prend plusieurs souris, parce qu'une souris, ça ne permet pas de conclure. Donc on prend plusieurs souris et après on fait des statistiques. Et là, on a vu qu'il y avait vraiment une différence du diamètre de cette aorte, et que grâce à ce traitement, on a une aorte qui est normale, et sans le traitement, on a une grosse aorte. Donc là, déjà, on voyait chez l'animal quand même vraiment un intérêt dans cette maladie. Alors après, chez l'homme, ce qui a été fait, c'est que, donc là, vous voyez, ça se présente comme ça, en fait, le Kineret, hein, sous forme de seringue, et ça s'injecte, donc pas par voie intraveineuse, mais ça s'injecte par voie sous-cutanée. Donc là, actuellement, le traitement est sous forme souvent de protocole. Après, bon, il y a des équipes qui lui ont utilisé comme ça, hors protocole, mais c'est un médicament qu'on fait à l'hôpital, on va dire initialement, et après, comme c'est un traitement qui se fait par voie sous-cutanée, donc en général, on choisit plutôt la cuisse chez l'enfant. Comme c'est sous-cutané, c'est vraiment une faible profondeur. C'est un médicament après qui peut être fait à la maison, voilà, mais qui est toujours de toute façon initié à l'hôpital. Donc ça induit plusieurs injections. C'est une injection par jour. Voilà, c'est une injection par jour, et donc après, bon là on est au terme, enfin on est vraiment au début, hein. Donc nous, je vais vous remontrer ce qu'on avait proposé, c'est de faire 15 jours d'injection par ce traitement. Donc c'est une injection par jour pendant 14 jours. C'est ce qui a été proposé. C'est expérimental, hein, parce que Caroline dit, on a l'impression de présenter ça comme c'est dans le cadre vraiment d'un protocole de recherche. Il y a un traitement de référence qui sont les immunoglobulines intraveineuses. Après, effectivement, il y a le problème de ces gamins qui résistent et parfois qui ont des très hautes résistances à tous les traitements. Et vraiment, les premiers enfants qui ont été traités, alors effectivement, à la vue des travaux de Moshe Arliti, voilà, des enfants qui se retrouvaient en réanimation, enfin, qui étaient pré-mortem, vous voyez, donc, et qui ont, en tout cas, il y a quelques observations d'un ou deux qui ont été ressuscités avec l'anakinra. Voilà. Parce qu'ils avaient une myocardite, hein, donc le cœur ne pompait plus, les poumons étaient complètement inondés, hein, donc ils avaient même des machines, on appelle ça l'ECMO, hein, pour faire le travail, enfin c'était des situations catastrophiques, et ils ont réussi, grâce à, donc ils ont bien entendu publié, parce que c'est très important de rapporter cette expérience. Pour autant, quand on rapporte une expérience, même aussi impressionnante que celle-là, une fois ou deux fois, ça ne dispense pas de faire des études
pour avoir la preuve que le médicament est efficace. Donc, ce qui se passe là actuellement, c'est qu'on a une étude, nous, qu'on a mis en place ici. Alors, j'en parle juste après. Voilà, donc c'est l'étude Kawakinra. Donc, c'est vrai que, mais c'est souvent comme ça, en fait. Il y a 1, 2, 3 cas rapportés. C'est bien de les rapporter, les cas de patients qui sont traités par un médicament. Ça permet déjà de donner des idées aux collègues et à se dire, est-ce que je peux pas faire ça? Après, en général, c'est bien d'en discuter quand même en équipe, quand c'est un traitement, on va dire, expérimental. Et donc, après, il faut quand même monter des études pour faire les choses, on va dire, de façon homogène et ça permet d'évaluer vraiment de façon aussi précise, avec les mêmes paramètres pour tout le monde, d'évaluer l'efficacité du traitement. C'est une étude que vous avez entamée il y a combien de temps, ça? Alors, elle est commencée depuis 2 ans. 2 ans, oui. Voilà. Il ne faut pas penser, c'est très difficile. C'est très difficile. La mise en place est longue. À plusieurs titres, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une maladie rare. On tombe sur des parents qui ne nous connaissent pas. Vous nous avez vus depuis 1 jour, depuis 2 jours, ou même depuis 1 semaine. Même si vous nous trouvez sympa, que vous avez confiance, déjà, on vous a donné un premier traitement qui n'a pas marché. Donc vous dites c'est peut-être que c'est pas un bon docteur, c'est jamais de la faute de votre enfant. Bon, mais ça c'est un raisonnement normal. Et en plus, on vous propose un essai thérapeutique, c'est très perturbant. Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et donc il faut évidemment beaucoup d'expérience, de métier, et même avec ça, c'est très compliqué. Donc déjà, le premier écueil, c'est est-ce que les parents vont accepter? Encore ceux qui sont chez nous, hospitalisés chez nous, c'est pas très compliqué, mais des fois les patients sont en Île-de-France ou très loin, et il faut donc que le pédiatre explique aux parents qu'on va l'envoyer dans un autre hôpital pour faire un essai. Enfin, je vous explique pas, c'est super compliqué. En plus, comme disait Caroline, la situation est relativement rare, puisque finalement, la plupart des patients répondent correctement au traitement. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et parmi ces pas beaucoup, il y a quand même des critères très stricts. Comme vous a montré Caroline dans l'expérience de Moshe Arditi, même s'il s'agissait d'une souris, on pense quand même que le Kineret, il va marcher s'il est injecté tôt. Parce que si vous allez très tard, on pense qu'il y a vraiment un effet préventif à la période où il y a énormément d'inflammation pour éviter que les coronaires se dilatent. Donc, dans cette étude, il faut que la première injection de Kineret, elle soit avant J14 de fièvre. Et donc, chez des enfants qui auront échoué au traitement standard, parce que là aussi, il y a quand même un comité d'éthique, on ne peut pas, chez un médicament qui n'a pas encore fait sa preuve, commencer tout de suite par une étude comparative et tout ça. Donc, on est obligé de faire ce type d'études qu'on appelle des proof of concept, et où en fait on va traiter relativement peu de patients qui vont répondre à des critères précis, et en même temps qu'on les traite, bien sûr, il y a un suivi qui est standardisé, tout le monde va avoir les mêmes visites, les mêmes prises de sang, et à côté des constatations, j'allais dire, purement cliniques, où on examine les enfants, on voit les faits, on mesure la fièvre, la CRP, tout ce que vous voulez, il y a aussi d'autres prélèvements beaucoup plus sophistiqués et qui étudient en fait tout ce qui se passe dans le corps quand on met l'IL1. Vous voyez, et donc, bien entendu, ça renforce énormément l'hypothèse. Et si l'hypothèse est vérifiée, que effectivement, c'est vraiment le fait de mettre l'anti-IL1 corroboré par ce qu'on a observé et par toutes les prises de sang qu'on a fait qui est responsable de l'effet, alors à ce moment-là, on peut embarquer sur une étude comparative. Et là aussi, l'étude comparative, puisque ça va rentrer dans la discussion là, dans très peu de temps, puisque cette étude de phase 2 va s'être terminée, là aussi c'est compliqué parce qu'il faut vraiment évaluer quel va être le type de l'étude qui va être le plus acceptable vis-à-vis de l'autorité de santé. Est-ce qu'il va falloir mettre les immunoglobulines, par exemple, dans tous les groupes de patients? Par exemple, ça c'est une vraie question. Combien il va falloir de patients pour avoir des résultats qui, sur le plan de la statistique, vont coller? Et ça c'est très compliqué parce que s'il faut recruter beaucoup de patients dans l'étude et le fait que c'est une maladie rare, il faut recruter à plusieurs niveaux, à l'international même peut-être. Et le coût de l'étude, c'est encore autre chose. Donc vous voyez, tout ça, c'est des questions qui font que c'est vachement compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais ça montre un petit peu les difficultés qui sont un peu à tous les niveaux. Et même pour cette étude où finalement il faut peu de patients, il en faut quand même au moins une bonne dizaine, parce que sinon on ne peut pas en tirer de conclusions. Mon interrogation du coup, c'est quand un enfant est admis dans un service, peu importe en France,
est-ce qu'il y a une remontée systématique qui est faite par vos collègues? Est-ce que vous avez une réputation là-dessus par rapport aux autres hôpitaux? Oui, oui. Il y a une remontée. Et même à l'étranger, puisque de toute façon, toutes ces études, elles sont enregistrées sur un site qui s'appelle Clinical. C'est absolument obligatoire de tout déclarer. Vous imaginez bien, on ne peut pas faire des études comme ça. Comité d'éthique, enfin c'est très très encadré, il y a une loi, puis d'ailleurs heureusement, sinon je veux dire on pourrait faire éventuellement n'importe quoi, enfin, c'est pas notre but, mais bon voilà, donc ça c'est important. La seule chose après, le problème, c'est qu'effectivement c'est une maladie aiguë, comme je vous dis, et que c'est très difficile d'inclure des enfants à partir du moment où ils sont très éloignés. Maintenant, il y a d'autres centres que nous, en France, qui sont ouverts et qui participent à l'étude. Il y a plusieurs centres en Île-de-France. Il y en a un à Toulouse, un à Lyon. Il y a, c'est pas Saint-Étienne, si c'est Saint-Étienne-Merlin. Oui. Ouais, Saint-Étienne, Nantes. Hein, donc il y a quand même. Non, Marseille, non, il ne participe pas. Non. Donc il y a quelques centres. En plus, bon, on ne peut pas ouvrir des centres partout là aussi, parce qu'il faut quand même des équipes qui sont un peu habituées à la recherche clinique. Ça ne se fait pas dans n'importe quel environnement. Donc on peut dire que pour le Kineret, c'est quand même encore très, très localisé pour... En tout cas, idéalement, pour utiliser ce traitement, il vaut mieux passer par l'essai clinique parce qu'il y a un encadrement. Maintenant, dans des situations, mais ça on l'a toujours fait, mais pas simplement pour la maladie de Kawasaki, aussi pour d'autres maladies, à partir du moment où on a un patient qui va très mal, on a quand même le droit, vous voyez ce que je veux dire, quand le pronostic vital est en jeu, de mettre en œuvre tout ce qui est possible. En général, c'est pas un médecin tout seul qui prend la décision, c'est plusieurs médecins qui se réunissent. Parfois, on prend même des avis à l'extérieur pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour ce patient. En tout cas, personne ne travaille tout seul. Mais et bien entendu, les parents sont mis au courant, on leur dit, voilà, il est dans une situation catastrophique, maintenant on peut tenter ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. C'est une discussion, c'est des discussions difficiles. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Et voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Tiens, si je lui cède du Kineret, non. Faut pas penser que ça se passe comme ça. C'est pas anodin, puisque comme on dit, on a un groupe de discussion. Quand certains amènent sur le tapis, effectivement, le Kineret, moi je l'ai découvert par ce là. J'ai pas compris pourquoi nous on ne l'avait pas proposé, mais c'est justement ça permet de faire parce que c'est en évaluation. C'est au sein d'un essai clinique. Oui. Il faut savoir le diffuser aussi. Voilà, absolument. Merci. Et donc, comme le disait le professeur Conepo, en fait, il y a d'autres essais thérapeutiques en cours. Alors, pour les connaître, finalement, il faut aller sur ce site qui répertorie tous les essais cliniques qu'il y a en cours dans le monde. Donc, ce que j'ai trouvé là dans les essais qui sont en cours, on essaie d'autres médicaments. Donc, il y a les anti-TNF. Le TNF, c'est aussi une cytokine comme l'interleukine 1. On les connaît, les médicaments qui ciblent cette cytokine plutôt dans des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. C'est un médicament qu'on connaît très bien et donc qui a été testé dans la maladie de Kawasaki, qui est en cours d'étude. Donc, il y a plusieurs équipes. Donc, est aussi en essai clinique. Oui. D'accord. Pas en France. Voilà. Mais... L'AU, c'est pour ça que... mais alors, là aussi, l'AU, mais il y a déjà eu des études avec l'infliximab il y a quelques années, qui ont été menées d'ailleurs à San Diego déjà, parce qu'il y a un très gros centre sur la maladie de Kawasaki. Et le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'ont pas réussi à montrer des différences entre les deux groupes de patients qu'ils avaient sélectionnés, ceux qui avaient IGIV tout seul ou IGIV plus infliximab, parce qu'il n'y avait pas assez de patients. Donc l'étude n'était pas assez puissante. C'est ce que je vous dis. Les difficultés, après, c'est le recrutement dans les études. Pourquoi je pense que là aussi, il y a un rôle des associations de dire non, votre enfant, il n'est pas un cobaye. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses sont faites, vous voyez ce que je veux dire, avec quand même une certaine réflexion. Et si on vous propose une étude clinique, en général, c'est qu'on a l'arrière-pensée qu'il y a un avantage pour votre patient, pour votre enfant. Parce que si on pensait qu'il y avait un désavantage, on ne vous le proposerait pas. Voilà. Et que c'est suffisamment encadré que s'il se passe quoi que ce soit, une efficacité insuffisante du traitement ou un effet secondaire, votre enfant, il sort de l'étude, puis c'est tout. Voilà, donc on ne laisse pas inutilement les enfants dans les études. Donc ça, c'est vraiment un message qui est important, et d'autant que la maladie est aiguë. Parce que quand on connaît les patients depuis 2 ans, depuis 3 ans, je ne dis pas que les parents acceptent à 100%, mais c'est plus facile. Parce qu'on nous connaît, parce que voilà, on n'a pas l'air de... Voilà. Donc ça, c'est vraiment un message, et je pense que c'est un rôle des associations. C'est valable pour le Kawasaki, mais je pense pour plein d'autres maladies. Voilà. Donc il y a d'autres anti-TNF, l'étanercept aussi qui est en cours d'étude, et puis d'autres médicaments, voilà, comme par exemple la doxycycline, qui est un antibiotique mais qui peut être utilisé à visée anti-inflammatoire. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est après dans la maladie de Kawasaki, on voit que actuellement il y a une trentaine d'études qui sont pas toujours pour tester des médicaments. Ça peut être à visée juste on va dire épidémiologique, connaître la fréquence de la maladie dans tel pays. Donc c'est par exemple ce qui a été fait avec le Kawanet. Donc le professeur Konepo vous a montré des résultats déjà de cette étude. Et c'est un registre national de la maladie de Kawasaki où il y a un recueil de données qui a été fait entre 2011 et 2014. Alors il y avait les données cliniques qui étaient récoltées, mais aussi il y avait des prélèvements de patients qui ont été faits en fait à viser surtout pour la génétique. Voilà, qui ont été envoyés à l'étranger en fait, c'est ça fait partie de... Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis à l'étranger, pour l'instant c'est encore chez nous, mais bon, en tout cas ils sont destinés effectivement à des études génétiques. Voilà. Donc il y avait les deux versants, et donc l'intérêt était d'écrire aussi les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, et puis quel traitement avait été mis en place en France. Voilà, parce que comme c'est une maladie rare aussi, ça arrive que des médecins attendent des traitements sans pour autant le publier, que ça soit connu. Et donc quand on a ce type de registre, c'est l'intérêt de faire un peu un point sur ce qui est fait au niveau national. Et puis aussi l'identification des facteurs de risque. Donc en réalité, on a trouvé un petit algorithme pour la prédiction des facteurs de risque de résistance aux IGIV. Malheureusement, on n'a pas pu le faire sur les complications cardiaques parce qu'on n'avait pas toutes les données. Il manquait des Z-scores et tout ça. Donc là, le papier est en cours en cours de publication. Donc je pense qu'il devrait normalement, il y a une deadline là au mois de décembre. Donc je pense qu'il devrait bientôt être soumis et on aura l'occasion, bien sûr, si vous le voulez, de vous le présenter parce que c'est quand même des résultats importants. C'est des résultats français. Donc, alors là, je vous ai fait quelques diapos sur les traitements qu'on met en place en cas de dilatation importante des coronaires, même si c'est nous, en tant que pédiatres, on travaille avec les cardiopédiatres pour mettre en place ces traitements, y compris même dans la surveillance. C'est surtout eux qui surveillent ce type de traitement et qui vont dire à un moment donné on arrête ou pas le traitement. Donc les anticoagulants, c'est ces médicaments qui sont utilisés principalement quand il y a des grosses dilatations au niveau des artères et sont destinés à empêcher la formation de caillots sanguins. Et bien sûr, ils sont dangereux en cas de surdosage, quand il y a un risque hémorragique et il y a une surveillance médicale très attentive. Pourquoi on utilise des anticoagulants? Parce que quand il y a une dilatation au niveau des coronaires, en fait, il y a de l'inflammation locale et cette inflammation va faire que même si finalement ce vaisseau est dilaté, ça va se resserrer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup d'inflammation et au pire de ce qui peut se passer, c'est que c'est tellement serré que finalement le sang ne passe plus. Et comme c'est au niveau des coronaires, on peut avoir un infarctus du myocarde, qui est une maladie qu'on voit quand même essentiellement chez l'adulte. Mais c'est vrai que dans cette maladie, on peut retrouver cet infarctus du myocarde. Donc c'est pour ça qu'on essaie de fluidifier au maximum le sang, parce qu'il va passer sur un vaisseau un peu rétréci. Donc il faut que ça soit le plus fluide possible pour éviter les caillots et que ça justement obstrue complètement le vaisseau. Alors il y a deux familles d'anticoagulants, les anticoagulants qu'on va injecter et puis les anticoagulants par voie orale. Et c'est vrai que quand on met en place un traitement anticoagulant, l'objectif c'est d'avoir après que la forme par voie orale pour éviter les injections quotidiennes. Donc les anticoagulants injectables, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Lovenox, c'est les héparines de bas poids moléculaire. On est obligé de les mettre en place initialement pour avoir un effet correct au niveau de la coagulation. Quand on a débuté ce traitement, on commence aussi le traitement par voie orale, mais c'est qu'une fois qu'on a un bon équilibre avec les médicaments par la voie orale qu'on va pouvoir arrêter les injections. Et donc l'objectif après, c'est d'avoir que des médicaments qu'on peut prendre par voie orale. Excusez-moi, pour le Lovenox, oui. On peut le prendre en continu? Alors, c'est-à-dire en continu? À la place de l'AVK? Oui, c'est pas dans les recommandations. Les recommandations, c'est vraiment les AVK.
Oui. Après, ça arrive des fois chez l'enfant où on n'arrive pas à équilibrer et finalement pendant une bonne période, il est le Lovenox, que le traitement se prolonge parce qu'on a des difficultés à équilibrer. Mais quand même, après, les recommandations, c'est pas Ah oui. C'est du Lovenox, voilà. C'est-à-dire sur une perfusion. En fait, c'est parce que moi, j'ai ma fille, elle prend le Lovenox en cas de bloc opératoire qu'on remplace. Ah oui, et dans ces cas-là, il la met sur une pompe et il la passe toute la journée. Non, juste deux piqûres, le matin et le soir à 12 heures d'attaque. En fait, elle est sous coumadine, je pense, mais quand elle doit avoir des interventions, on la met sous son. D'accord. Le problème, c'est pas pour moi, c'est pour une qui est sur le groupe, justement, parce qu'elle se sert du Lovenox en continu. Oui, je sais qui c'est. On le suit. C'est un papa qui a mis sur pompe le Lovenox. Non, elle le met sur piqûre. C'est un papa qui ne veut pas utiliser Voilà, elle ne veut pas utiliser les AVK. Alors c'est peut-être parce que c'est difficile de trouver un équilibre avec les AVK. Finalement, c'est des patients qui ont quand même souvent des prises de sang pour justement bien contrôler le traitement. Et moi, de mon expérience, c'est vrai que j'ai des patients qui sont restés un peu longtemps, on va dire, sous Lovenox parce qu'on n'arrivait pas à équilibrer sous AVK. Mais l'objectif, quand même, c'est vraiment de se passer du Lovenox. Si la question Lovenox ou AVK, est-ce que ça a la même efficacité? C'est la même efficacité, c'est juste la qualité de vie. Plutôt que de faire des injections tous les jours, c'est quand même plus simple de prendre quelque chose par la suite. Après, l'efficacité est la même. On pourrait dire qu'on garde le Lovenox à vie, mais c'est juste pas très confortable. Oui, c'est ça. Et sur et puis surtout, et je pense que là aussi c'est important, il y a des recommandations qui disent d'utiliser la coumadine, enfin d'utiliser les anticoagulants par voie orale, c'est-à-dire qu'on a une preuve avec ces médicaments. C'est toujours pareil, nous on travaille, la médecine c'est l'évidence par les preuves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas une étude où il y a eu des patients qui avaient des sous-cutes pendant des années, vous voyez ce que je veux dire, qui ont prouvé qu'il y avait effectivement un effet préventif. Même si intellectuellement on peut imaginer que c'est pareil, eh ben, en tout cas les preuves elles ne sont apportées qu'avec les anticoagulants par voie orale. Ce qui veut dire que si un jour il se passe n'importe quoi, que le gamin il fait une thrombose, je ne sais pas, il fait un accident et qu'il était sous héparine de bas poids moléculaire, eh ben c'est difficilement opposable vis-à-vis de la MSM parce qu'on va vous dire, bah, écoutez, il y a des recommandations, vous les suivez. C'est à ça que ça sert. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont parfois compliquées à expliquer à des parents. Bah, oui, c'est éventuellement pareil, mais les preuves, elles sont apportées avec les anticoagulants. C'est comme l'histoire de l'aspirine tout à l'heure que disait Caroline. C'est vrai qu'on ne sait pas finalement si c'est un intérêt de mettre de l'aspirine à la phase anti-inflammatoire. Sauf que l'étude qui a fait la preuve de l'efficacité des immunoglobulines, eh ben les groupes ils recevaient immunoglobulines plus aspirine ou aspirine seule. Bah, il y avait l'aspirine. Bon, bah alors il faut refaire les études sans aspirine. Donc nous on se base, c'est l'évidence-based médecine. Ce qui n'est pas de l'évidence, c'est le problème avec l'homéopathie par exemple. Il n'y a aucune preuve que ça marche. Faites-le, mais nous, on ne peut pas vous dire que ça marche. On ne peut pas soigner un Kawasaki de l'homéopathie. Bah, non, mais vous ne l'accepteriez pas, ça me paraît très bizarre. Eh ben, c'est pareil pour tout. Voilà, donc c'est uniquement ça. Surtout que ce qui fait peur par rapport aux antivitamines K, c'est par rapport au TP, etc. Est-ce que les autres groupes d'anticoagulants par voie orale ont été testés? Je parle par exemple Eliquis ou... Non, parce qu'ils n'ont pas, pour l'instant, ils n'ont pas l'AMM chez l'enfant. Non, on reste très... Dans cette partie-là, on reste très classique. Vraiment très classique. Je pense que le problème, il vient surtout du TP, en fait. C'est ça qui fait peur. Oui, mais bon, les héparines moléculaires, ça peut faire baisser les plaquettes, ça peut... Enfin, il n'y a pas un médicament efficace, il y a toujours des effets secondaires quand même, il ne faut pas croire. Donc, bon. Alors, j'ai fini, puis je vais devoir vous laisser parce que j'ai un train à prendre. Voilà.